Est-ce que vous connaissez l'ETF Monde? Dans cette vidéo, je vais vous présenter une dizaine d'ETF Monde. Je suis sûr que vous ne connaissez pas la majorité et les derniers, je peux parier que vous ne connaissez pas. Je vais vous expliquer qu'un ETF, ça va être plus intéressant que l'autre car la majorité d'investisseurs connaissent seulement un type d'ETF Monde ou simplement quelques versions. Donc restez avec moi parce que dans cette vidéo, je vais dénicher tous les ETF Monde qui existent, que vous pouvez acheter ici en Europe avec un compte titre ordinaire ou même en utilisant un PA. Et mon équipe a fait un très bon boulot. En fait, vous avez un document que vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo avec les tickers, les codes de chaque ETF pour que vous puissiez utiliser dans votre courtier ces tickers pour réaliser les achats ou les ventes si ça vous intéresse. Bon, on va commencer avec les plus classiques, mais il n'est pas l'ETF Monde parfait comme je vais vous montrer tout à l'heure. L'ETF Monde plus classique, les plus connus et que les investisseurs français préfèrent, c'est celui-là. L'ETF Monde classique MSCI World. Cet ETF, il va investir sur les 23 pays développés qui sont présents dans cet ETF. Donc ça veut dire qu'il va négliger les pays sous-développés. Vous allez trouver presque 1400 sociétés dans cet ETF. Et bon, vous pouvez remarquer la performance de l'ETF Monde classique dans la ligne bleue par rapport à, par exemple, la ligne jaune, que c'est l'ETF des pays émergents. Donc vous avez la rentabilité, elle est très bonne depuis 1987. Il a fait 8,64% et sur les 10 dernières années, 11,11%. Il ne faut pas oublier que toutes les rentabilités que je vous montre ici, ce sont des rentabilités par rapport à un achat unique. Donc quelqu'un qui a acheté par exemple 1000 $ en 1987 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2025, il a fait en moyenne 8,64% par an. Donc ça compte pas avec des achats réguliers. Il faut toujours savoir qu'avec des achats réguliers, vous devez atteindre un peu moins de rentabilité. Car si vous investissez pendant 20 ans, l'argent que vous placez sur les premiers mois, ça va rentabiliser pendant 20 ans. Mais l'argent que vous investissez pendant la 10e année va rester investi jusqu'à la 20e année. Donc seulement 10 ans, il va travailler et faire l'effet boule de neige. Mais par définition, les rentabilités que les rapports des ETF vous montrent, c'est en fait la rentabilité avec un achat unique. Donc une rentabilité depuis 1987 de 8,64%. Sur les 3 dernières années, il a fait 10%. Donc c'est une excellente rentabilité pour un investisseur passif. Vous pouvez remarquer sur cette image qu'il a 1396 sociétés à ce moment. La grosse majorité des sociétés, ce sont des sociétés de taille importante, des géantes. Et bon, si vous connaissez les principes des ETF, ce sont des paniers d'actions. Ils vont en fait privilégier en termes de poids les sociétés les plus importantes, les géantes. C'est pour ça que parmi les top 10, vous allez trouver Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, c'est Google dans la bourse. Ensuite, vous avez Tesla, Alphabet C, car Google, il y a 2 actions dans la bourse. Une donne droit au vote et l'autre ne donne pas. Ensuite, Broadcom et JP Morgan. Donc, la société qui pèse le plus, c'est Apple avec presque 5% des poids. En termes de diversification sectorielle, la technologie va représenter presque 25% du poids, la finance 16%, la consommation 11%, les industries 10% et les autres secteurs moins que ça. Et évidemment, on parle ici d'ETF Monde, mais dans les mondes, les États-Unis ont un poids très important dans la bourse. C'est pour ça, dans l'ETF Monde classique que vous êtes habitué, l'ETF a un poids des États-Unis de 73% et le Japon en deuxième place avec 5% seulement. Et pourquoi je vous ai dit que ça c'est pas les vrais ETF Monde? Il est le plus classique, c'est l'ETF préféré des investisseurs pour déléguer un investissement passif. Mais les vrais ETF Monde, c'est celui que je vais vous montrer maintenant. Et pourquoi je l'appelle les vrais? Parce qu'en fait, il va investir sur les pays développés et sous-développés. Il va avoir beaucoup plus de sociétés dans ses paniers d'actions. C'est les MSCI ACWI. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui vont créer des ETF comme Amundi, iShares, BlackRock et aussi Xtrackers, etc. qui vont utiliser cet indice comme référence. Donc, ils vont construire, vont bâtir un portefeuille en considérant les critères des MSCI, qui c'est une société qui va créer en fait une gamme théorique d'ETF et dans la pratique des autres sociétés financières vont les créer. Donc cet ETF, il va investir sur 23 pays développés et 24 pays sous-développés avec 2647 sociétés. Et on peut même déjà comparer l'ETF classique préféré des Français que je vous ai montré tout à l'heure avec les ACWI. Donc vous avez ici que la rentabilité depuis 1987 est presque la même, légère différence, mais sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années, l'ETF Monde classique que je vous ai montré tout à l'heure gagne environ avec 1% d'avantage. Pourquoi? Justement parce que sur les dernières années, les sociétés de croissance, surtout des pays développés comme les États-Unis, ont fait une croissance impressionnante. Et comme dans l'ETF, les poids des sociétés par rapport à la capitalisation boursière, donc ça c'est fait par rapport à la capitalisation, donc les sociétés géantes comme Nvidia, Apple, etc. qui ont bien performé, les 7 magnifiques, j'ai déjà fait un live
par rapport à ces sujets. Ces 7 sociétés et même des autres géantes ont développé super bien. Par contre, les pays sous-développés n'ont pas performé très bien. C'est pour ça qu'on voit cet écart sur les 10 dernières années. Donc, comme je vous avais dit, il y a 2647 sociétés dedans et nous avons évidemment que des sociétés géantes dedans. Parmi les top 10, on ne va pas trouver beaucoup de différences. Donc, vous avez ici Apple, Nvidia, Microsoft, etc. Et la 10e position, nous avons Taiwan Semiconductor. Donc, finalement, dans les top 10, une société qui n'est pas américaine. Par rapport à la diversification, nous avons presque 25% sur la technologie, la finance 17%, la consommation 11% et l'industrie 10%. La différence, c'est qu'on va trouver ici un peu plus de finances par rapport à l'ETF monde classique. Les États-Unis continuent avec un poids très important, mais ça descend un peu, des 75 à 74 à 66%. Les Japon pèsent 4%, les Royaumes-Unis 3% et les autres pays moins de 3%. Sauf que si on va prendre l'ensemble des autres pays, ça va représenter 20%. Une grosse différence par rapport aux premiers ETF classiques. De manière générale, si vous investissez sur l'ETF monde classique ou sur les ACWI, la rentabilité, ça va donner presque la même chose. Un avantage sur les pays développés, donc ça va faire l'ETF classique gagner un peu plus. Donc il faut juste analyser les contextes. Qu'est-ce que vous pensez sur les prochaines 10 années? Si vous pensez que les pays développés comme les États-Unis, l'Europe vont performer mieux que les pays sous-développés, donc continuez avec l'ETF monde classique. Mais maintenant, je vais vous présenter un ETF très intéressant quand les marchés il est trop cher. Ça veut dire que si les sociétés américaines et européennes touchent les sommets, cet ETF-là, ça va être intéressant parce que sur les longs termes, il est beaucoup plus équilibré et beaucoup plus diversifié. C'est les MSCI World Equal Weighted, donc ça veut dire qu'il va donner un poids égalitaire pour chaque société qui est dans les portefeuilles. Si nous allons comparer par rapport à la performance de l'ETF monde classique, vous allez trouver que le monde classique a performé un peu mieux sur les longs termes et surtout sur les dernières années, il a fait une grosse différence. Pourquoi? À nouveau, il y a très peu de sociétés américaines qui ont remporté la rentabilité. Apple, Nvidia, Amazon, Tesla, etc. Donc, si cet ETF va investir de manière égalitaire sur toutes les sociétés, donc évidemment, les sociétés qui sont les géantes, elles vont pas être privilégiées. Dans l'ETF monde classique, les géantes sont privilégiées. Et là, nous sommes proches de la fin du cycle des géantes. C'est pour ça qu'à ces moments, quand toutes les choses sont chères, un ETF avec poids égalitaire sur toutes les sociétés est une bonne façon de diversifier et ne pas être exposé à beaucoup de concentrations sur la technologie ou sur quelques sociétés. Donc, par rapport au nombre des sociétés, exactement la même chose par rapport à l'ETF classique, 1396 sociétés. Et ici, vous pouvez voir Konoko Philippis, Williams-Sonoma, Robinhood Market, Cloudflare, etc. vont avoir un poids de 0,13, 0,12%. Donc, vous allez trouver des sociétés avec un poids beaucoup plus réduit par rapport à l'ETF monde classique. Ce qui est intéressant par rapport à cet ETF, c'est qu'il est équilibré tous les 3 mois. Au contraire d'ETF monde classique qui normalement est actualisé tous les 6 mois. Par rapport à la diversification sectorielle, on a 18% pour l'industrie. Finalement, la technologie, c'est pas les principaux secteurs ici. Ensuite, la finance avec 17, la technologie en 3e place avec 11, la consommation discrétionnaire avec 9% et la santé 9%. Donc, en termes de diversification sectorielle, il est beaucoup plus équilibré. Les États-Unis avec un poids encore plus réduit, donc 41%, les Japon 13, les Canada 5, les Royaumes-Unis 5, la France 4 et tous les autres pays 28%. Donc aussi, en termes de diversification géographique, il est plus diversifié. Ici, je parle d'ETF monde, mais si vous comparez par exemple l'S&P 500 classique sur les États-Unis, l'S&P 500 Equal Weighted, donc avec les poids équipondérés sur les sociétés, vous allez voir que sur les longs termes, l'ETF équipondéré a performé mieux et même avec un peu moins de volatilité. Dans l'ETF monde, on voit un petit avantage de rentabilité pour l'ETF monde classique, mais la différence sur les longs termes, elle est réduite. Et donc, si vous voulez avoir un peu plus de diversification et moins de concentration sur quelques sociétés, l'ETF avec des poids équipondérés est toujours une bonne idée. Maintenant, je vais vous présenter un ETF monde value. Donc ici, le plus important pour cet ETF, c'est d'investir sur des sociétés qui sont sous-valorisées. Ça veut dire que la richesse que la société génère par rapport à son prix en bourse, elle est beaucoup plus élevée. En parallèle avec les mondes de la finance, c'est comme si on veut investir seulement sur des immobiliers avec les prix de mètre carré moins chers par rapport à un appartement, par rapport à une maison de la même qualité. Les problèmes de ce type d'ETF, c'est qu'il va utiliser des variables très limitées. Par exemple,
pour constituer cet ETF monde, il va utiliser les book value, donc par exemple les valeurs des actifs de la société. Il va utiliser les 12 mois des gains de la société, donc les price earnings, les PR, et aussi les dividend yield, donc les dividendes. Donc normalement, si on va choisir nos sociétés, faire les stock picking, on va favoriser des sociétés sous-évaluées, mais on va utiliser beaucoup plus que 3 variables. C'est pour ça que je suis pas trop fan de ces types d'ETF value, surtout investis sur les mondes entiers. D'autre côté, si vous allez construire votre propre portefeuille, il faut que ça soit value. On veut toujours investir sur des sociétés de grande rentabilité, bonne qualité, mais qui sont sous-évaluées. Par contre, comme un ETF, c'est déjà un peu automatisé pour que, comme ça, vous pouvez investir de manière passive. Là, il est un peu limité. Son filtre, il n'est pas trop bien fait. Et surtout, cette remarque, elle est valable pour des autres ETF qui ne sont pas monde. Surtout, par exemple, SP500 value, Russell 2000 value, Europe value. Mais sur l'ETF monde, la performance, elle est très bonne. Regardez ça. Vous allez trouver qu'il a fait 11,37% contre 11,06% depuis 1974. Donc, ça date déjà. Sur les 10 dernières années, l'ETF monde classique a gagné. Sur les 5 dernières années aussi. Et vous savez très bien pourquoi. Parce que ce sont les sociétés de croissance, Apple, Nvidia, etc. qui ont remporté la rentabilité de SP500 et de l'ETF monde classique. Donc, sur l'hyper long terme, il y a un avantage pour l'ETF value. Comme toujours, des sociétés sous-évaluées ont beaucoup plus de marge de sécurité. Pendant les crises, les sociétés de croissance baissent plus que les sociétés qui sont déjà sous-évaluées. Donc, c'est pour ça qu'à long terme, la rentabilité va être bonne aussi. Mais à nouveau, faites attention si vous allez acheter un ETF value, que ce soit pas monde, que ce soit concentré sur une certaine région. Normalement, il ne va pas battre l'indice des références sur les dernières années et même sur les longs termes. En termes de diversification, il a 952 sociétés dedans, avec des sociétés géantes bien sûr. Et dans les top 10, vous allez trouver JP Morgan, Berkshire Hathaway, United Health, ExxonMobil, Home Depot, Procter Gamble. Donc vous avez ici des sociétés qui pèsent entre 1% et 2% dans les top 10. Peut-être vous avez déjà remarqué, il n'y a pas beaucoup de sociétés de technologie dans les top 10. C'est pour ça que dans la diversification sectorielle, on a 26% finance, 13% santé, 12% industrie, consommation avec 8% et en 4e place la technologie avec seulement 8%. Les États-Unis par contre vont peser un poids très important, proche de la valeur qu'on trouve sur l'ETF monde classique. 72% pour les États-Unis, 5% pour les Japon, 4% pour les Royaumes-Unis, 3% pour les Canada, 2% pour la France et les autres pays 12%. Maintenant, nous arrivons sur mon ETF monde préféré, l'ETF monde qualité. Imaginez qu'à la place d'investir sur 1400 sociétés du monde entier, maintenant on se pose la question suivante. Est-ce que je peux améliorer cette liste d'actions que je vais investir en supprimant les sociétés qui ont beaucoup de dettes et en gardant les sociétés par exemple qui ont des bons ratios de rentabilité? C'est ça que les investisseurs ont fait, c'est ça que les analystes des MSCI ont construit et c'est comme ça qu'ils ont construit un excellent ETF avec des rentabilités qui bat l'ETF monde classique. Ici, vous allez trouver des sociétés des 23 pays développés, mais les critères sont les suivants. Ils vont choisir des sociétés avec un ROI élevé. Un ROI, c'est Return on Equity, donc la rentabilité sur les capitaux propres, donc une croissance des chiffres d'affaires d'une année par rapport à l'autre, et Low Financial Leverage, donc ça veut dire des sociétés avec peu de dettes. Bon, et ça paye bien, hein? Vous pouvez remarquer que depuis 1994, les qualités, il a fait 11,9% de rentabilité contre 8,55% de l'ETF monde classique. Sur les 10 dernières années, victoire pour les qualités, sur les 5 dernières années, pareil, et sur les 3 dernières années, pareil. Donc, si à la place d'investir sur un ETF classique, on investit sur un ETF qualité, on va évidemment filtrer la qualité des sociétés. Et normalement, on doit trouver des rentabilités plus importantes sur les longs termes. En termes de diversification, il est beaucoup plus concentré. À la place d'avoir 1400 sociétés, il a environ 300 sociétés dedans. Ce sont les 300 sociétés qui respectent les critères justement des qualités, des fortes rentabilités et peu de dettes. Dans les top 10, vous allez trouver Meta, Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Alphabet, Lilly, United Health, Mastercard. Donc vous allez trouver quelques sociétés de technologie, bien sûr, mais vous allez trouver par exemple des sociétés de finances et santé qu'on ne trouve pas dans les top 10 de l'ETF monde classique. En termes de diversification sectorielle, la technologie pèse 28%, la santé 17%, la communication 13%, l'industrie 12%, les autres secteurs moins de 10%. Pas peur la diversification, beaucoup de poids sur les États-Unis à ces moments. En deuxième place, la Suisse. En troisième place, les Royaumes-Unis, les Japon, les Pays-Bas et les autres pays ensemble 8%. Il y a des gens qui se posent la question, c'est mieux d'acheter les classiques sur les PA ou sinon acheter l'ETF qualité dehors du PA, donc je perds les avantages. D'après les données que vous avez trouvées ici, on voit que l'ETF classique il rentabilise en moyenne 1,5%, 2% par an, 2%
plus que l'ETF classique. Donc si vous faites un investissement de 15 ans voire plus, cette différence de 2% par an peut s'accumuler énormément, ce qui justifie même une imposition plus élevée après. J'ai déjà fait une simulation comme ça sur une ancienne vidéo ici sur la chaîne, je vais placer dans la description de cette vidéo. Un autre ETF que j'aime bien, c'est l'ETF Monde Momentum, un peu plus volatile, un peu plus risqué, mais quand même très performant. L'objectif de cet ETF, c'est de choisir parmi les sociétés de l'ETF Monde classique, celles qui présentent les meilleurs timings, les momentum, ça veut dire celles qui font la croissance la plus importante à ces moments. Et bon, qu'est-ce que ça donne par rapport à l'ETF Monde classique? La rentabilité de l'ETF Momentum, c'est de 11,42% contre 8% de l'ETF Monde classique. Et sur les 10, 5 et 3 dernières années, aussi victoire pour l'ETF Momentum. En termes de diversification, il va y avoir 350 sociétés à la place des 1396 de l'ETF Monde classique. Et dans les top 10, vous allez trouver Meta, Apple, Broadcom, Nvidia, JP Morgan, Walmart, Berkshire Hathaway, Costco, Lilly et Netflix. Des poids entre 5 et 1% pour les top 10. Dans la diversification sectorielle, 25% pour la technologie, 23% pour la finance, 11% pour l'industrie, 10% pour la communication et services. Et en termes de diversification par pays géographique, 76% pour les États-Unis, 5% pour le Canada et les autres pays, moins de 5%. Et si vous avez des questions, s'il faut investir sur l'ETF qualité ou les momentum, ça c'est un débat qu'on peut rester ici pendant des heures. De manière générale, ils vont faire une rentabilité très semblable. Qu'est-ce que vous préférez? Plutôt les critères qualité ou investir sur les sociétés qui font la meilleure rentabilité, la meilleure croissance et ont les meilleurs moments sur les marchés? Il faut savoir que les portefeuilles sont actualisés bien sûr. Et c'est pour ça que sur les longs termes, la rentabilité est très semblable. Bon, on a aussi l'ETF Monde High Dividend pour ceux qui veulent recevoir des dividendes. Mais il faut savoir que si vous recevez des dividendes à partir d'un ETF, vous voulez réinvestir ces dividendes, vous allez payer en fait une imposition. Donc vous allez recevoir par exemple 4%, vous allez payer 30% d'imposition, donc vous allez réinvestir sur 110%. Donc ça va en fait créer un effet de blocage sur l'effet boule de neige. Cet ETF donc par exemple, il va investir sur des sociétés qui payent des dividendes plus élevés sur chaque pays et donc il va composer cet ETF monde. Par exemple, les niveaux des dividendes qui payent à ces moments, c'est 3,46. Moi sincèrement, je ne trouve pas élevé. Contre l'ETF monde classique qui paye 1,69. Donc sincèrement, si vous voulez investir sur une stratégie à dividendes, il faut préférer les stock picking ou sinon investir sur des autres ETF à dividendes. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo par rapport à 10 ETF à dividendes? Comme cette vidéo là que je présente tous les ETF monde, je peux faire par rapport aux dividendes. Si cette vidéo arrive à 400 likes, je ferai par rapport à l'ETF à dividendes. En termes de rentabilité, depuis 1995, la rentabilité est presque pareille de l'ETF monde classique, justement parce que la principale croissance était sur les sociétés top 10 du marché américain, Apple et Nvidia, qui normalement ne payent pas des dividendes. C'est pour ça que l'ETF classique a performé mieux. Et vous pouvez voir ça clair sur cette image. C'est à partir de Covid plutôt que l'ETF monde classique a performé beaucoup mieux que l'ETF à dividendes, justement quand la technologie a explosé. En termes de diversification, il a presque 400 sociétés contre les 1400 sociétés de l'ETF monde classique et dans les top 10 des sociétés, ExxonMobil, Home Depot, Procter & Gamble, des sociétés qui ont la caractéristique de payer un peu plus des dividendes justement. En termes de diversification sectorielle, la consommation et la santé sont dans les tops. Ensuite, la finance, la consommation discrétionnaire, l'industrie, l'énergie et finalement la technologie. Et en termes de diversification géographique, 58% pour les États-Unis, 7% pour le Japon. Bon, il y en a aussi l'ETF monde croissance. Il va utiliser 5 critères de croissance pour filtrer les sociétés. Croissance du chiffre d'affaires, du résultat net, des résultats opérationnels, de la trésorerie. Et donc, il va à chaque semestre actualiser ses paniers d'actions. Et vous trouvez ici la rentabilité de long terme était légèrement inférieure depuis 1994 par rapport à l'ETF monde classique, sauf que sur les dernières années, il a performé mieux que les mondes classiques. Pourquoi? Parce qu'ici, il va avoir un focus justement sur les sociétés à croissance. Et ce sont les sociétés à croissance qui ont performé mieux sur les dernières années, donc il va gagner par rapport à l'ETF monde classique. En termes de diversification, il a 586 sociétés dedans et parmi les sociétés dans les top 10, Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, donc les classiques de la technologie qui a très bien performé. Il est super concentré. Les top 10 des sociétés
sociétés pèsent 48% de l'ETF. Donc bref, vous êtes très concentré sur vraiment les sociétés des croissances du moment. Pour la diversification sectorielle, 40% c'est de la technologie. Le deuxième secteur, c'est la consommation discrétionnaire avec 15%. Et 74% de l'ETF est concentré sur les États-Unis. Et finalement, l'ETF que la majorité ici parmi vous ne connaissez pas. Et donc, c'est le moment de laisser les likes, de partager cette vidéo. Parce que comme vous pouvez imaginer, ça donne un travail de fou pour faire une vidéo comme celle-là. Donc, c'est les MSCI EAFE Growth. Donc, c'est un ETF qui va investir sur des sociétés à croissance, mais sans faire des investissements sur les États-Unis et le Canada. Donc, c'est un ETF monde qui va supprimer les États-Unis et le Canada. Et donc, si vous voulez composer un portefeuille moins concentré sur les États-Unis, voilà une bonne idée. La rentabilité depuis 1974, c'est de 8,56%. La rentabilité sur les dernières années était pas bonne. Pourquoi? Parce que justement, c'est les marchés américains qui ont remporté presque toute la rentabilité de marché sur les 10 dernières années. Sans oublier aussi l'Europe. Mais ici, on a une rentabilité plus faible sur les 10 dernières années. Donc, si vous imaginez ou si vous vous trouvez dans une situation que vous pensez que les États-Unis vont pas performer bien et par exemple, le reste du monde va performer mieux, le reste du monde développé va performer mieux, ça sera le moment d'acheter cet ETF. Ou sinon, si vous jugez que vous avez beaucoup de poids sur les États-Unis déjà. Il y a 360 sociétés dedans. Donc, il y a les MSCI EAF Growth et les MSCI EAFE classiques aussi. Vous pouvez acheter donc la version sans les États-Unis, sans les Canada, croissance, ou sinon la version classique sans avoir un focus sur la croissance. C'est lui que je vous montre, c'est la version croissance. Dans les top 10, donc vous allez trouver des sociétés ASML du Pays-Bas, vous allez trouver Louis Vuitton de la France, Schneider française aussi, Sony japonaise. Bref, vous allez trouver des sociétés qui sont pas américaines et canadiennes. Dans la concentration sectorielle, 23% pour l'industrie, 16% pour la santé et la technologie en troisième place. Et bon, par la diversification géographique, les Japon avec 21%, les Royaume-Uni 12%, la France 12%, la Suisse 10%, l'Allemagne 8% et les autres pays ensemble 34%. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver donc les fichiers pour télécharger les codes, les tickets pour chercher dans votre courtier chacun de ces ETF et aussi vous allez trouver les liens pour notre consulting financier. Moi, je peux construire votre portefeuille. Pour l'instant, il n'y a pas de places disponibles, mais vous faites votre préinscription comme ça. Dès qu'il y aura des places, on va vous contacter. Vous pouvez avoir accès à mes portefeuilles d'investissement également. Vous pouvez vous abonner et maintenant, dans une minute, avoir accès à toutes les sociétés que j'ai fait des investissements avec une caractéristique à dividende et aussi small caps, petites sociétés à fort potentiel. Je suis Michael Ravaneda, analyste financier diplômé par la Société française des analystes financiers et je vous attends sur la prochaine vidéo.